Tiens, encore un article qui nous explique que les voitures électriques sont plus polluantes que les thermiques. Et bien sûr, comme à chaque fois, on nous balance cette conclusion sans nous en donner l'explication, des données chiffrées ou encore des sources vérifiables. Personne n'a jamais allé vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Si ça se trouve, c'est des grosses conneries, alors. Je crois qu'il est temps de faire la vérité sur ce sujet. Générique. Qu'une voiture électrique puisse polluer plus qu'une thermique est tout simplement quelque chose d'impossible, tant sur le plan théorique que pratique. Je le dis et je le prouve. Pour cela, il faut comparer les émissions de CO2 pour ces deux types de véhicules. Sur la route, une voiture thermique émet en moyenne 120 g de CO2 sur 1 km. Une électrique, 0. Voilà. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Non mais attendez, je déconne. Évidemment que cette conclusion ne reflète pas la réalité. Sur une voiture électrique, la batterie est rechargée avec de l'électricité. La question, c'est à quel niveau la production de cette électricité pollue. En Europe, 40% de l'électricité est produite à partir d'énergies fossiles. Du coup, comparé à une voiture thermique qui émet 100% de CO2, une électrique en émet 40%. Et non, perdu 23%. Là, je m'interroge, parce que sur le papier, c'est pas logique. Si avec 120 g de CO2, une thermique fait 1 km, avec une électricité dont la production a également émis 120 g de CO2, une électrique va presque 2 fois plus loin. Cela est dû à ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. J'explique. Lorsqu'un moteur à essence brûle son carburant, sur toute l'énergie produite, seulement 30% est transformé en mouvement, qui ensuite fait tourner les roues. Bah, où il est passé le reste ? Eh bien le reste est dissipé sous forme de chaleur, de frottement et de bruit. Autrement dit gaspillé. Sur un moteur diesel, c'est moins pire. Là, 40% de l'énergie est transformée en mouvement. Et enfin, sur la voiture électrique, c'est 90% de l'énergie et donc de l'électricité qui est transformée en mouvement. Youpi, on est content, mais qu'est-ce que ça peut nous faire, Basile, hein ? Eh bien ça veut dire que même avec une électricité 100% polluante, une voiture électrique émet moins de CO2 qu'une thermique. Cependant, ça dépend du type d'énergie polluante. Faisons le pire scénario imaginable, à savoir une voiture rechargée avec de l'électricité venant d'une centrale à charbon, qui est le mode de production le plus polluant possible. Ce qui va déterminer la pollution de la voiture, c'est le rendement de la centrale. Une centrale à charbon convertit 35% de son énergie en électricité. À titre de comparaison, le rendement du pétrole est de 40% et celui du gaz de 55%. Concernant le renouvelable, les panneaux solaires transforment 20% de la lumière en électricité. Les éoliennes, elles, ont un rendement de 57% et les barrages de 75%. Tant qu'au nucléaire, il a un rendement de 33%. Alors on peut se demander pourquoi on utilise des énergies à faible rendement. C'est parce que souvent, elles ont un faible coût par rapport à la quantité d'énergie produite. Ce qui est vrai pour le charbon, le nucléaire et surtout le solaire, qui est aujourd'hui le mode de production le moins cher. Mais je ne vois pas le rapport avec la situation. Non, il a bon là. Bon, revenons-en à notre centrale à charbon. Son rendement est de 35%. L'électricité arrive dans la voiture électrique. Le moteur ayant un rendement de 90%, le rendement final de l'électricité sera de 31,5%, soit proche d'une voiture à essence. Cependant, il faut également prendre en compte la pollution émise lors de la construction du véhicule. Si la fabrication d'une voiture thermique émet 3,7 tonnes de CO2, pour une électrique, c'est 6,5, dont 3 tonnes pour la batterie. Dans notre cas de figure pour une durée de vie de 225 000 km, cela représente 18% des émissions
pour une électrique et 10% pour une thermique. Au final, cela fait tomber le rendement de l'électrique à 26% et celui du thermique à 27%. Il faut également tenir compte qu'une voiture électrique pèse en moyenne 300 kg de plus qu'une thermique. Cependant, l'électrique a une botte secrète. Elle peut récupérer l'énergie du freinage grâce au frein régénératif, ce qui peut représenter 25% de l'autonomie du véhicule, ce qui compense le surpoids et la pollution à la fabrication. Au final, l'efficacité énergétique totale d'une voiture électrique ne peut pas être inférieure à celle d'une voiture à essence. Résultat, il est impossible qu'une électrique pollue plus qu'une essence. Après bien sûr, si on compare une Audi e-tron de 2,5 tonnes avec une 205 de 750 kg, l'électrique va plus polluer. Mais cette conclusion n'est pas pertinente, car on compare deux types de véhicules complètement différents. Une 205 électrique ne dépasserait pas les 1 tonne, tandis qu'une e-tron thermique continuerait à dépasser les 2 tonnes. Il faut comparer ce qui est comparable. Or, certaines études malhonnêtes ne respectent pas ce principe. De plus, notre exemple basé sur une production électrique à 100% de charbon n'est que théorique. Dans la réalité, aucun pays n'a une production électrique aussi polluante que celle-là. Autrement dit, en conditions réelles, une voiture électrique aura toujours une pollution clairement inférieure à celle d'une voiture thermique. Si on parvient à fabriquer une électricité 100% propre, alors les voitures électriques finiront par le devenir. Pour le démontrer, comparons la pollution d'une voiture thermique et d'une électrique émise sur 225 000 km, ce qui correspond à la durée de vie moyenne d'une voiture thermique. À la sortie de l'usine, la voiture électrique part perdante, avec 6,5 tonnes de CO2 émis. La thermique, elle, part avec juste 3,7 tonnes. Mais une fois lancée sur la route, tout change. À la fin de sa vie, une voiture thermique a en tout émis 34 tonnes de CO2. Tant qu'à la voiture électrique, ça dépend du niveau de pollution de l'électricité utilisée. Dans le cas de l'Allemagne, où 50% de l'électricité est polluante, une voiture électrique devient moins polluante qu'une thermique à partir de 32 000 km. Et au bout de 225 000 km, elle aura émis en tout 16 tonnes de CO2, soit 56% de moins qu'une thermique. Dans le cas de la Pologne, qui est le pays européen le plus polluant avec 82% d'électricité fossile, bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision polonaise. L'électrique devient moins polluant que le thermique à partir de 54 000 km. Et au bout de 225 000 km, elle aura émis en tout 25 tonnes de CO2, soit 29% de moins qu'une thermique. Et dans le cas de la France, qui a une des électricités les plus décarbonées au monde avec 4% d'électricité polluante, une électrique devient moins polluante qu'une thermique à partir de 21 000 km. Et au bout de 225 000 km, elle aura émis en tout 8 tonnes de CO2, soit 77% de moins qu'une thermique. Sur la base de cette démonstration, on pourrait penser qu'une voiture électrique, dans les meilleures conditions possibles, pollue 5 fois moins qu'une thermique. Or, dans la réalité, elle est en mesure de faire beaucoup mieux. Mais comment ? Déjà, il faut savoir que dans notre exemple, on a calculé la pollution émise sur 225 000 km, ce qui correspond à la durée de vie d'une voiture thermique, mais pas d'une électrique. Actuellement, les voitures électriques ont une durée de vie moyenne de 500 000 km. Résultat, dans le cas de la France, une voiture électrique à la fin de sa vie aura émis 9,8 tonnes de CO2, alors qu'une voiture thermique qu'il aura fallu construire au moins 2 fois en aura émis 79 tonnes. Autrement dit, aujourd'hui en France, une voiture électrique pollue 8 fois moins qu'une thermique. Et ce qui est également intéressant, c'est que dans notre pays, le train lui aussi est en moyenne 8 fois moins polluant que la voiture thermique. Autrement dit, aujourd'hui en France, se déplacer en voiture électrique n'est pas plus polluant que de prendre le train. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Et à l'avenir, ce bilan ne pourra que s'améliorer,
puisque les batteries, et c'est déjà le cas des Tesla, vont prochainement permettre une durée de vie d'1,5 million de kilomètres, ce qui rendrait l'électrique 14 fois moins polluant dans le contexte français. Et à long terme, les batteries permettront une durée de vie de 3,5 millions de kilomètres, et ainsi de polluer 18 fois moins. Résultat, se déplacer en voiture électrique deviendrait 2 fois moins polluant que de prendre le train. De plus, si à l'avenir on parvient à décarboner totalement l'électricité qui recharge la batterie et celle qui sert à fabriquer la voiture et sa batterie, alors on pourra la rendre quasi non polluante. Ouais, bon d'accord, mais les métaux rares qu'il y a dans la batterie, hein? Et les enfants qui sont exploités dans les mines pour les extraire, on en parle? Alors oui, mettons les choses au clair. Les métaux rares dont on parle souvent sont le lithium et le cobalt. Ils composent la batterie et sont essentiels à son fonctionnement. Ils sont dits rares car ils sont présents en moins grande abondance sur Terre que d'autres métaux, comme le fer ou l'aluminium. Alors oui, leur extraction pose des problèmes de pollution, mais pas plus que d'autres métaux dont nous sommes dépendants. De plus, ils sont présents en faible quantité dans la batterie. Si on regarde bien, une batterie est principalement composée d'aluminium, à 34%. Le cobalt, ce n'est que 3%, et le lithium, seulement 1%. Tant qu'au reste, ce sont des plastiques et des métaux qui ne sont pas rares. De par cette composition, les batteries sont assez faciles à recycler. De toute façon, en France, la loi oblige les industriels à le faire. Concernant l'exploitation d'enfants dans des mines, c'est un phénomène marginal et non encouragé. Au Congo, qui est le premier producteur mondial de cobalt, 80% des mines sont industrielles. Autrement dit, on y retourne la terre avec des engins de chantier, ce qui demande une main-d'œuvre qualifiée. L'utilisation d'enfants y est illégale et elle y aurait aucun sens. À côté, on a 20% de mines artisanales, où on travaille à la main. La moitié d'entre elles sont légales, et par conséquent soumises à la loi et à des contrôles. Elles sont donc tenues à ne pas faire travailler d'enfants. Et l'autre moitié, ce sont des mines illégales, où le travail d'enfants peut y être observé de manière sporadique. Ouais, c'est pas faux. Mais ayez bien ça en tête. Si des enfants travaillent, ce n'est pas à cause du cobalt et donc des voitures électriques. Nous parlons de pays où il y a encore une grande misère, et qui peut en effet pousser au travail d'enfants. Ça peut être dans des mines de cobalt, mais aussi des secteurs qui n'ont rien à voir avec la voiture électrique. Le travail des enfants n'a pas attendu la mondialisation pour exister. Si on veut le voir disparaître, c'est en faisant respecter les droits de l'homme et assurer un commerce équitable. Mais alors d'où viennent toutes ces informations qui vont contre la voiture électrique? Eh bien, elles ne viennent pas d'écologistes zélés. Ce sont les lobbies pétroliers et ceux des constructeurs automobiles à la peine dans l'électrique qui orchestrent ces fake news. Car le développement de la voiture électrique n'est pas dans leur intérêt. Ces fake news ont été propagées par les médias et quasiment tout le monde y a cru. Moi compris. Et le pire, c'est que des écologistes reprennent ces faux arguments et deviennent contre leur gré des alliés du lobby du pétrole. Et donc par conséquence, du réchauffement climatique. Bref, une belle leçon de cynisme. Pour conclure, une voiture qui ne pollue pas à quasi 100% est techniquement réalisable. Si on peut y arriver, alors on y arrivera. Et si la voiture propre devient une réalité, au final, qu'est-ce qui justifierait de vouloir la faire disparaître de nos modes de vie? Une société idéale, c'est une société où chacun peut vivre en suivant son propre idéal, à partir du moment où cela ne nuit pas aux autres, au bien commun et à l'environnement. Par conséquent, si les voitures deviennent propres, qu'est-ce qui justifierait de les interdire? Rien. Préférez la curiosité aux préjugés, le doute à la certitude et le savoir à la croyance. J'ai dit préférez, hein, pas choisissez, hein. Préférez aussi la nuance au manichéisme. À la prochaine.